Eh bien voilà, bonjour à toutes et à tous. On va examiner aujourd'hui une application de la chimie un peu inattendue, puisqu'il s'agit de voir comment la chimie peut produire des effets dans la littérature à partir du travaux de Goethe. Donc Goethe, en 1809, publie Die Wechselwissenschaften, les affinités électriques. C'est un roman, un véritable roman. Je vous en donne la première et le dernier paragraphe. Édouard, c'est ainsi que nous appellerons un riche baron dans la pleine force de l'âge. Édouard avait passé l'heure la plus belle d'un après-midi d'avril dans sa pépinière pour hanter sur de jeunes plants des greffes qu'il avait récemment reçues. Dernier paragraphe du roman, 300 pages plus loin. Ainsi, les deux amants reposent côte à côte, la paix plane au-dessus de leur asile, de la voûte, les images sereines de leurs frères, les anges abaissent sur eux un regard. Attendez, oui, c'est ça. Qu'il sera doux l'instant où je fais marche arrière, où ils se retrouveront enfin. Alors, cette histoire, bon voilà, il y a un film qui a été fait il y a quelques années, sur ce sujet, un film des frères Taviani, donc, qui met en scène quatre personnages, Charlotte et Édouard, qu'on appelle le baron, qui sont un couple marié, ou qui se marient pendant le roman. Enfin, un ami invité de Édouard, Othon, le capitaine, qui est un homme très savant, et puis un peu plus tard apparaît la jeune Odile, qui est une amie de Charlotte, mais l'histoire, évidemment, va montrer comment elle va se lier d'un amour sans borne avec Édouard, Édouard et Odile devenant les amants. Alors, un ami de Goethe lui écrit en 1809 « Le titre de votre roman cause une sensation toute particulière, même parmi vos amis. Il y en a qui ne peuvent pas franchir cet obstacle. On dirait qu'on leur a retranché la faculté de juger. C'est surtout le titre qu'il leur faut expliquer. Comment, pourquoi et d'où vient-il et à quoi sert-il » Goethe répond en parlant de lui à la troisième personne dans un article qu'il écrit dans le Morgenblatt. Il semble que l'auteur ait été conduit à ce titre bizarre par les études qu'il poursuit en sciences physiques. Il a sans doute noté que dans les sciences de la nature, on utilise très souvent les comparaisons éthiques afin de rendre plus proche du cercle de la connaissance humaine quelque chose qui en était fort éloigné. Et ainsi, l'auteur a pu vouloir, à l'occasion d'un cas moral, ramener une métaphore chimique à son origine intellectuelle, d'autant plus qu'il n'existe partout qu'une seule nature et que le règne de la sereine liberté rationnelle est traversé sans cesse par les traces d'une nécessité passionnelle que seule une main plus élevée, et peut-être pas pendant cette vie, peut complètement effacer. Donc il y a évidemment une dimension très romantique, avec les idées qui appartiennent précisément à Goethe, sur l'idée d'une seule nature. Et on remarquera d'emblée qu'il fait, par rapport à notre vision à nous, il fait jouer la métaphore à l'envers, c'est-à-dire ce n'est pas le roman qui développe une métaphore de la chimie, mais ce sont les chimistes qui développent une métaphore de la connaissance de l'âme humaine. Alors l'origine du roman, c'est un ouvrage d'un chimiste danois, Torbern Bergman, qui fait paraître en 75 De Attractionibus Electivis, traduit en 82, Die Wechselwissenschaften, qui est le titre même du roman de Goethe, et qui est le texte de Bergman, qui est assez rapide, qui est traduit une dizaine d'années plus tard, sous le titre Traité des affinités chimiques ou attraction élective. Dans le roman, c'est page 77, donc on est dans à la fin du premier tiers du roman, à peu près. Le capitaine, devant ses amis assemblés autour d'un feu, fait un exposé de chimie. Imaginez entre A et B une union si intime que de nombreuses tentatives et maintes violences ne réussissent pas à les séparer. Imaginez C pareillement lié à D. Mettez les deux couples en présence. A se portera vers D, C vers B, sans qu'on puisse dire qui a quitté l'autre le premier et qui s'est uni à l'autre le premier. Bergman écrivait dans son traité, soit une substance que d'autres substances hétérogènes
attire, supposons d'ailleurs que A combiné à C jusqu'au point de saturation, ce que nous désignerons toujours par la réunion de A et de C égale à C, tendent à s'unir à B qu'on lui ajoute en se séparant de C. On dit alors que A attire plus fortement B que C ou que B a une attraction élective plus forte que C. Supposons enfin que AB soit décomposé par l'addition de A et de A, que B soit rejeté, que A prenne sa place. Il s'ensuivra que la force attractive de A l'emporte sur celle de B et que la série ABC sera exactement dans l'ordre de l'efficacité des forces attractives de ces trois puissances. Alors, dans le roman, la leçon de chimie se poursuit. Le capitaine écrit « Ce que nous appelons pierre à chaud, CO3, est une terre calcaire plus ou moins pure, pénétrée d'un acide subtil, qui nous est connu sous sa forme aérienne. Si l'on plonge un morceau de cette pierre dans de l'acide sulfurique dilué, celui-ci s'empare de la chaux et forme avec elle du gypse. Par contre, l'acide subtil aérien s'échappe, il y a ici séparation et formation d'un nouveau composé, si bien qu'on se croit désormais autorisé à employer le terme d'affinité élective, car tout se passe comme si une des combinaisons se voyait préférée à l'autre, choisie plutôt que l'autre. Bergman, de ce côté, écrivait « Je n'approuve pas à la vérité ces lois générales qui nous disent que dans tous les cas, les terres et les métaux sont précipités par les alcalis et les métaux par les terres, parce que ces lois ne sont pas toujours constantes. Cependant, nous avons un bon nombre d'observations particulières que l'expérience ne dément jamais lorsqu'elle est bien faite. Nous sommes sûrs, par exemple, que l'alcali volatile et la chaux vive chassent l'alcali fixe et la chaux vive chassent l'alcali volatile, que le mercure et l'argent sont précipités des acides nitreux et vitrioliques par l'addition du cuivre que le fer précipite à son tour. Les acides vitrioliques et marins enlèvent à l'acide nitro les métaux blancs des anciens, qui sont l'argent, le mercure et le plomb. Ces faits et plusieurs autres connus depuis longtemps ne prouvent-ils pas qu'il règne un ordre constant entre les substances? Donc on a bien ici, on voit bien d'où Goethe tire son idée. Alors, trois questions se posent. D'abord, quelles sont les compétences chimiques de Goethe? Ensuite, quelle est l'origine de cette doctrine des affinités chimiques? Et enfin, on examinera le processus de transformation d'une thèse chimique en argument littéraire. Alors, les compétences chimiques de Goethe, bon, bien sûr, il y a Faust, paru en plusieurs éditions augmentées, et dans lequel Faust est non pas un alchimiste, c'est son père dans la pièce de Goethe, c'est le père de Faust qui était alchimiste. Faust est un alchimiste déçu, désillusionné, mais qui se livre à des opérations de chimie. Mais surtout, Goethe a écrit le Farbenlehre en 1810, donc ça paraît un an après les affinités électives, mais c'est un ouvrage sur lequel il travaillait depuis très longtemps. Traduction française parue en 3 parties, Traité des couleurs, 10 parties didactiques en l'an 2000, chez La théorie Newton dévoilée en 2006, la partie dite polémique, et Matériaux pour l'histoire de la théorie des couleurs, paru en 2003, qui est montré comme la... Maintenant, après avoir vu un peu les compétences de Goethe, quelle est l'origine de cette doctrine des affinités? Je suis désolé pour ce contretemps technique malencontreux. Mon ordinateur a eu un petit malaise. Donc, Étienne François Geoffroy est un chimiste, membre de l'Académie royale des sciences, qui démarrer ma vidéo, qui voilà, qui en 1718 publie une table des différents rapports observés en chimie entre différentes substances. Il écrit dans sa présentation, on observe en chimie certains rapports entre différents corps qui font qu'ils s'unissent aisément les uns aux autres. Ces rapports ont leur degré et leur loi, on observe leurs différents degrés en ce que parmi plusieurs matières confondues et qui ont quelques dispositions à s'unir ensemble, on s'aperçoit qu'une de ces substances s'unit toujours constamment avec une certaine autre, préférablement à toutes. Toutefois, toutes les fois que deux substances ont quelques dispositions à se joindre l'une avec l'autre, se trouvent réunies ensemble, s'il en survient une troisième qui a plus de rapport avec l'une des deux, elle s'y unit en faisant lâcher prise à l'autre. Et l'intérêt de cette présentation, c'est ce tableau qui accompagne le compte-rendu dans l'histoire, dans les mémoires de l'Académie royale des sciences. Ce tableau
qui, avec évidemment un peu difficile à lire pour nous parce que c'est la notation chimique de l'époque, hein, et donc qui montre comment, par exemple, si dans la colonne des esprits acides, si on a une substance métallique qui est associée à un esprit acide et que dans la solution, on introduit par exemple un sel alcali volatile, celui-ci va s'associer avec l'esprit acide parce qu'il a plus d'affinité, il est plus haut dans la colonne et va causer la précipitation de la substance métallique. Et toutes les colonnes présentent ainsi, hein, par rapport à celle qui se trouve dans la première ligne, comment, hein, verticalement, se classent par ordre décroissant d'affinité les différentes substances qui peuvent s'allier avec celle qui est en haut du tableau. Alors, Fontenelle, qui est à l'époque le secrétaire universel, enfin, de l'Académie des sciences, écrit « Cette table devient en quelque sorte prophétique, car que l'on met l'ensemble des substances, elle fera prévoir l'effet et le résultat du mélange. C'est ici que les sympathies et les attractions viendraient bien à propos, si elles étaient quelque chose. Ces affinités firent de la peine à quelques-uns qui craignirent que ce ne fussent des attractions déguisées. » Fontenelle est un cartésien, donc anti-newtonien. En ce début du XVIIIe siècle français, la majorité des savants français sont anti-newtoniens parce que, comme le laisse entendre Fontenelle, les attractions, ce sont des forces occultes, c'est bon pour le Moyen-Âge, ça vient du passé, ça ne nous intéresse plus. Et donc, il est un peu embarrassé par rapport à ce tableau de son collègue Geoffroy, qui certes est très séduisant parce qu'il montre pour la première fois dans l'histoire de la chimie la manière dont des corps réagissent les uns par rapport aux autres, mais en même temps invoque une force cachée dont d'ailleurs Geoffroy, à laquelle Geoffroy ne fait d'ailleurs pas allusion. Hein. Geoffroy est très très prudent, il connaît bien l'œuvre de Newton, il sait très bien dans quel contexte il se trouve, et voilà comment. Alors Newton, effectivement, dans la question 31, c'est-à-dire tout à fait à la fin de la seconde édition de son optique, écrit « Lorsqu'on verse du sel de tarte fait par défaillance sur la dissolution d'un métal, ce sel précipite le métal et le fait tomber au fond de la liqueur en forme de limon. Cela ne prouve-t-il pas que les particules acides sont plus fortement attirées par le sel de tarte que par le métal et qu'en vertu de cette supériorité d'attraction, elles vont du métal au sel de tarte ?» L'hypothèse que fait ici Newton à la fin de son traité d'optique, c'est que l'attraction universelle dont il a démontré les lois en ce qui concerne le monde astronomique peut peut-être aussi s'appliquer au monde de la chimie par une sorte d'attraction dont on ignore la réalité. Donc il y a bien un contexte newtonien qui se développe à ce moment-là en chimie. Alors cette théorie des affinités va se développer sur deux plans différents. D'une part, une recherche de systématisation, c'est-à-dire on va accentuer la dimension newtonienne. Les chimistes comme Bergman vont assumer explicitement leur référence, leur relation à Newton, et donc l'idée qu'il existe des forces naturelles qui sont propres à la physique, à l'astronomie et à la chimie. Il faudra aussi développer les entrées de la table et puis chercher une possibilité de mathématisation, ce qui n'arrivera jamais. Et ensuite, on verra comment un nouveau modèle pour penser les forces naturelles va se développer. Donc, Jean-Philippe de Limbourg, qui est un chimiste pas très connu, un Rouennais, je crois, publie une dissertation sur les affinités chimiques. On est en 1761, hein, donc 40 ans après, plus de 40 ans après les travaux de Geoffroy. Il écrit « L'approximation du fer vers l'aimant et de diverses matières légères vers les corps électriques, celle d'entre tous les corps suffisamment rapprochés, la cohésion, la gravitation et les mouvements de tout le système planétaire sont des phénomènes où on reconnaît une semblable propriété à laquelle on donne le nom d'attraction. Les phénomènes de cette espèce sont abandonnés à la physique générale, la chimie étant bornée à celle de ces propriétés qui s'exécutent par un mouvement intestin des parties des différentes substances et que l'on observe entre différents corps naturels qui se rapportent à l'objet de cet art. » Et il publie un tableau que je ne vais pas commenter, mais qui, vous voyez, complexifie le tableau de Geoffroy en ajoutant de nouvelles références et de nouvelles substances.
Bergman, hein, on revient à lui, puisque c'est l'auteur auquel se réfère explicitement Goethe, écrit dans cet ouvrage, je tâcherai de déterminer l'ordre des attractions suivant leurs forces respectives, mais dans une mesure plus exacte de chacune en particulier, qui puisse s'exprimer par des nombres est encore à désirer. Donc c'est la recherche d'une mathématisation. Elle jetterait cependant un grand jour sur toute cette doctrine. Et il publie cette fois-ci un tableau très différent qui montre comment des substances peuvent s'associer les unes aux autres et se dissocier. C'est un tableau assez technique, mais qui montre le souci d'aller vers ce qui pourrait être par la suite une quantification des affinités. C'est Lavoisier d'ailleurs qui, dans son traité élémentaire de chimie, reconnaîtra l'intérêt du tableau de Geoffroy tout en considérant que l'effort de mathématisation qui était espéré est en réalité impossible. Alors, on a donc un passage de l'astronomie et de la physique à la chimie, et puis maintenant on va voir un passage de la chimie à la physiologie. Maupertuis écrit en 1748 La Vénus physique, qui est une tentative de rendre compte des processus du vivant. Il écrit lorsque l'on mêle de l'argent et de l'esprit de nitre avec du mercure et de l'eau, les parties de ces matières viennent d'elles-mêmes s'arranger pour former une végétation si semblable à un arbre qu'on a pu lui refuser le nom d'arbre de Diane. Voilà l'arbre de Diane dans les mémoires de l'Académie des sciences en 1706. Donc, c'est une végétation chimique, huile de carbonate de potassium plus l'émail de fer qui donne cette impression de végétation. Et Maupertuis ajoute, depuis la découverte de cette admirable végétation, l'on en a trouvé plusieurs autres, l'une dont le fer et la base imite si bien un arbre qu'on y voit non seulement un tronc, des branches et des racines, mais aussi jusqu'à des feuilles et des fruits. Les lois ordinaires du mouvement y suffiraient-elles ou faudrait-il appeler au secours des forces nouvelles? Je ne puis empêcher, poursuivre Maupertuis, d'avertir ici que ces forces et ces rapports ne sont autre chose que ce que d'autres philosophes plus hardis appellent attraction, on y revient toujours. Cet ancien terme reproduit de nos jours effarouchera d'abord les physiciens qui croyaient pouvoir expliquer sans lui tous les phénomènes de la nature. Ça, c'est une pique pour ses collègues de la première moitié du XVIIIe qui ne voulaient pas des travaux de Newton, Maupertuis les newtoniens. Les astronomes furent ceux qui sentirent les premiers le besoin d'un nouveau principe pour les mouvements des corps célestes et qui crurent l'avoir découvert dans ces mouvements mêmes. La chimie en a depuis reconnu la nécessité et les chimistes les plus fameux aujourd'hui admettent l'attraction et l'étendent plus loin qu'ont fait les astronomes. Pourquoi, si cette force existe dans la nature, là ici on retrouve l'idée que Goethe va développer, une force universelle de la nature qui se produit à différents niveaux, n'aurait-elle pas lieu dans la formation du corps des animaux, qu'il y ait dans chacune des semences des parties destinées à former le cœur, la tête, les entrailles, les bras et les jambes, et que ces parties aient chacune un plus grand rapport d'union avec celle qui, pour la formation de l'animal, doit être sa voisine qu'avec tout autre. Le fœtus se formera, et fût-il encore 1000 fois plus organisé qu'il ne l'est, il se formerait. Donc, Maupertuis essaye ici de rendre compte de la formation du fœtus par un phénomène d'attraction, d'affinité entre des particules du même genre qui sont destinées à produire le même organe. Et Goethe, finalement, franchit le dernier degré, c'est-à-dire on est passé de l'astronomie à la physique, de la physique à la chimie, de la chimie à ce qu'on n'appelle pas encore à l'époque la biologie, et finalement, Édouard, dans le roman de Goethe, écrit et dit « Les affinités ne deviennent intéressantes que lorsqu'elles provoquent des divorces. » C'était même un titre d'honneur propre aux chimistes que l'on nommait les artistes de la séparation. Et son amie Charlotte répond « Unir est un plus grand art, un plus grand mérite. Le monde entier accueillerait avec joie dans chaque domaine un artiste de l'union. » Donc ici, les deux aspects de la chimie, séparation et union, dissolution et réunification, sont évoqués par Édouard et Charlotte. Et Édouard poursuit, toi Charlotte, tu représentes A et moi je suis ton B, car en fait je ne dépends que de toi et je ne suis comme B, je te suis comme B suis A. Le C est de toute évidence le capitaine, qui cette fois me dérobe en quelque sorte à toi. Dès lors, il est juste pour que tu ne sois pas condamné à fuir dans l'indéterminé qu'on te procure un D, et c'est sans doute l'aimable petite demoiselle Odile, à la venue de laquelle tu ne dois pas t'opposer plus longtemps. Odile n'est pas encore arrivée. Alors en fait, ici, les affinités marchent sur le plan purement amical. Édouard se détacherait
de son épouse parce qu'il est très intéressé par son amitié pour le capitaine. Et Charlotte, elle, serait destinée en quelque sorte à développer son amitié pour sa jeune amie Odile. Alors en fait, c'est pas ça qui va se passer, puisque en réalité, dans la suite de l'histoire, c'est bien entre Odile et Édouard et entre le capitaine et Charlotte que les liens vont se développer, ce qui va faire tout le sel et le drame du roman. Hein, après, alors voilà, on est ici à la fin, on était plutôt au début, 77-78, on est ici page 322 dans la traduction française. Alors Odile et Édouard, ils sont devenus amants, exerçaient l'un sur l'autre une attraction indescriptible, presque magique. Ils habitaient sous le même toit et sans même penser précisément l'un à l'autre, occupés d'autre chose, tirés en sens divers par la société, ils se rapprochaient pourtant. S'ils se trouvaient dans la même salle, peu de temps se passait avant qu'ils fussent assis au debout l'un à côté de l'autre. Seul le voisinage immédiat pouvait les apaiser, mais il les apaisait complètement et ce voisinage suffisait. Il n'était pas besoin d'un regard, d'une parole, d'un geste, d'un contact. Il leur suffisait d'être réunis. Alors il n'y avait plus deux êtres humains, mais un seul être au contentement absolu et inconscient, satisfait de lui-même et du monde. Donc il y a à la fois une espèce de fusion physique et mentale entre les deux amants, et aussi des deux amants avec le monde entier, hein, comme le dit la fin du paragraphe. Et alors on arrive donc tout à fait à la fin. D'abord, encore un retour en arrière. Il faut voir en action ces substances qui semblent inanimées et qui pourtant intérieurement sont toujours prêtes à agir. Il faut observer avec sympathie comment elles se cherchent l'une l'autre, s'attirent, se saisissent, se détruisent, s'absorbent, se dévorent, pour reparaître ensuite unies de la manière la plus intime, sous une forme renouvelée, différente, inattendue. Alors seulement on leur prête une vie éternelle, on va même jusqu'à leur attribuer esprit et entendement, car nous sentons que nos sens sont à peine capables de les bien observer et notre raison à peine suffisante pour les saisir. Et on arrive au dernier paragraphe que je donnais au début. Hein, c'est la fin du roman. Ainsi, les deux amants reposent côte à côte. La paix plane au-dessus de leur asile. Ils sont morts tous les deux, accidentellement. L'une, un accident, l'autre s'est suicidé. L'île s'est suicidée. De la voûte, les images sereines de leurs frères, les anges abaissent leur regard sur eux et qu'il sera doux l'instant où, un jour ensemble, ils se réveilleront. Et voilà, je pense que pour un 2 novembre, jour des morts, cette conclusion est tout à fait appropriée. Je vous remercie. Merci Bernard, merci infiniment pour ta présentation.